Coucou, est venu le moment de vous parler de mon top 10 de mes meilleures lectures de l'année 2024. En 2024, certains livres m'ont bouleversée, ils m'ont étonnée, choquée, ils m'ont même fait pleurer et beaucoup m'ont transporté dans des univers vraiment captivants. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais classer ces livres de celui qui m'a le moins impacté parmi les meilleurs bien sûr et celui qui m'a le plus impacté, donc qui m'a le plus marqué. Mais d'abord, j'ai envie de parler de 3 livres supplémentaires et c'est même pas les livres que j'ai forcément le mieux notés d'ailleurs, mais c'est une mention spéciale, on va dire, parce que c'est des livres qui m'ont soit complètement étonnée, embarquée dans un autre univers qui m'a énormément plu. Voilà, ils ont chacun leur raison d'être dans cette vidéo aussi. J'ai envie de commencer avec The Spell Shop de Sarah Beth Durst. Ce livre-là, je l'ai lu dans un vlog. Je lis les livres que je pense détester. Évidemment, détester, c'est un grand mot, mais écoutez, j'avais beaucoup entendu parler de ce livre comme une cozy fantasy. C'est vrai que la couverture du livre m'a appelée aussi. J'ai tardé pour le lire parce que Cozy Fantasy, j'avais peur que ce soit ennuyeux. Je l'ai lu pour ce fameux vlog et j'ai adoré ce livre. Pourquoi il fait partie de cette liste? Parce que justement, il m'a complètement étonnée. J'ai adoré l'atmosphère de ce livre, j'ai adoré les personnages. Il était très cosy, mais en même temps, je ne me suis pas du tout ennuyée. Je trouvais qu'il y avait quand même de l'action, je trouvais qu'il y avait des éléments d'intrigue intéressants et importants. Et du coup, voilà, il a sa place dans cette vidéo. Dans The Spell Shop, qui sera certainement bientôt traduit à mon avis pour l'automne prochain en français, eh bien on va suivre Kiela, qui a un compagnon conscient, c'est une plante qui marche et qui parle d'ailleurs. Ces deux amis eh bien, travaillent dans une librairie, ils s'occupent de la section des livres de sorts dans ce royaume. Et puis, eh bien, un jour, il y a une révolution très grave. Les révolutionnaires vont brûler la librairie et qui est là, elle ne peut pas le supporter. Donc avec son compagnon qui s'appelle Kaz, cette petite plante, eh bien ils vont décider de sauver le maximum de livres de sorts possible et ils partent, ils fuient en bateau et ils arrivent sur l'ancienne petite île, le petit village où habitait Kiela, où elle a passé son enfance. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir voilà, plein de rebondissements, etc. Le but, ça va être de voir comment Kayla, qui était une solitaire, qui était une libraire, elle vivait seule dans cette librairie avec Kaz, eh bien, comment elle va petit à petit faire confiance aux gens et s'ouvrir aux autres également. J'ai absolument adoré ce livre parce que d'abord j'ai trouvé que le monde magique était extrêmement riche, c'était vraiment une belle fantaisie, c'était pas un coup de cœur ni un 5 étoiles, mais il a quand même le mérite d'être ici parce qu'il m'a vraiment étonnée et il m'a fait voyager, il m'a fait m'évader dans un autre monde et vraiment j'ai adoré aussi le parcours personnel des personnages surtout de qui est là, donc ça m'a beaucoup plu et pour cette raison il se retrouve ici. J'ai également envie de parler de The Burial Plot de Elizabeth McNeill, c'est une fiction historique et j'ai envie de parler de ce livre parce que contre toute attente c'est celui qui m'a sorti d'un reading slump, d'une presque panne de lecture. J'avais fait quelques lectures qui vraiment ne me plaisaient pas du tout, je m'ennuyais dans mes lectures et je savais plus du tout quoi lire, j'avais plus de motivation pour lire et c'est ce livre qui m'en a sorti. C'est un thriller historique et c'est ça vraiment que j'ai adoré parce que j'aime assez les thrillers en général. Et là, le fait qu'il se passe dans le Londres de l'époque victorienne apporte une touche complètement différente. On va suivre l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Bonnie qui va se retrouver par circonstances de la vie au sein d'un trio de malfaiteurs, de voleurs. Malheureusement, une nuit, un vol va mal se passer, elle va tuer un homme pour se défendre et à partir de ce moment-là, Crawford, qui est son amant et en même temps qui fait partie de ce trio de voleurs, va lui trouver un poste de servante, de femme de chambre dans la propriété d'un homme riche et quand elle arrive, elle va se rendre compte que Monsieur Moncrief, donc cet homme noble, est un peu étrange. Sa femme est décédée dans des circonstances aussi assez étranges, apparemment elle s'est ôté la vie en se noyant dans l'étang de la propriété. Et ce que j'ai adoré, c'est vraiment déjà l'époque victorienne. J'ai adoré ce côté thriller psychologique, de voir comment Bonnie, en tant que femme vraiment du 19e siècle, avec toute sa naïveté et ses choix vraiment limités, elle va se sortir de cette emprise, parce que ça parle aussi d'emprise dans ce roman. Et je sais pas, j'ai adoré l'écriture, j'ai adoré
le côté gothique aussi avec cette espèce de étrange manoir. On ne sait pas à qui faire confiance et j'ai adoré en fait cette histoire. Ça m'a complètement embarquée dans une autre époque et j'ai beaucoup aimé aussi la protagoniste Bonnie. Donc ce livre m'a totalement sorti de ma panne de lecture et c'est pour ça qu'il est aussi dans cette liste. Et enfin, dans cette petite mention spéciale, j'ai envie de vous parler de Home Before Dark de Riley Sager. La mention spéciale de ce livre, c'est parce que il m'a vraiment fait peur. Et ça, je trouve que c'est vraiment pas évident dans les livres de nous faire peur. Alors évidemment, j'étais dans des bonnes circonstances parce que je me trouvais seule chez moi à ce moment-là. Et donc, lire un livre de fantômes, c'était plutôt efficace. En fait, j'ai adoré ce livre du début à la fin et justement, la fin m'a énormément plu. Et souvent, dans les thrillers un peu paranormaux, la fin est décevante. C'est ce que je ressens. J'adore ce genre de trucs, j'adore les livres, les films, thrillers un peu paranormaux, de fantômes et tout, mais souvent la fin me déçoit, alors qu'ici, pas du tout. Je trouvais ça vraiment brillant. C'est l'histoire d'une jeune femme qui, quand elle était très jeune, je crois qu'elle devait avoir 5 ans, quelque chose comme ça, ses parents ont acheté une superbe demeure à prix cassé. Donc ils se sont installés dans cette demeure et seulement ils sont partis, je crois, 10 jours après, en pleine nuit, de terreur. On se retrouve 20 ou 30 ans plus tard, son père décède et en fait, elle se rend compte qu'il lui a légué la maison. Elle pensait que la maison ne leur appartenait plus, mais en fait, la maison leur appartient bien. Et donc, elle retourne dans la maison et comme elle rénove justement les maisons, elle se dit, je vais rénover celle-ci et je vais la vendre. Il faut savoir, c'est que son père a écrit un best-seller sur l'histoire de cette maison, c'est une non-fiction, et il a raconté tout ce qui s'était passé d'horreur dans cette maison, tous les esprits, les entités qui pouvaient y avoir. Mais elle n'y a jamais cru, donc c'est pour ça qu'elle retourne dans la maison vraiment sans appréhension aucune, parce qu'elle n'y croit pas. Et elle n'a jamais compris pourquoi son père avait écrit un tel livre et elle lui a toujours posé la question mais elle n'a jamais eu la réponse. Et quand elle va arriver dans cette maison, il va se passer des trucs bizarres pour elle aussi. Voilà, et donc à partir de là, le récit s'enchaîne, tout s'entrecroise, tout se construit et c'était vraiment super bien fait. Pour moi, ça a été très efficace, franchement j'ai eu peur, j'ai fait un vlog d'ailleurs là-dessus. Je vous le mettrai en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir si vous voulez. Mais franchement, c'était vraiment excellent. Ça m'a beaucoup diverti. Et j'ai adoré comment le thriller était construit en fait. Je trouvais ça génial. Vraiment, ça m'a beaucoup plu. On va enfin pouvoir entrer dans notre top 10, les meilleures lectures de 2024. J'ai envie de vous parler des 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Ça va explorer la vie et l'histoire de cette icône glamour du cinéma américain, Evelyn Hugo. On a un personnage qui est très particulier, qu'on aurait peut-être même envie de détester, et au fur et à mesure qu'on comprend son histoire, eh bien on s'attache au personnage, mais au début, c'est pas forcément donné quoi. Et ça, j'ai bien aimé comment on progresse au fur et à mesure du livre avec ce personnage d'Evelyn Hugo qui est quand même très très particulier. J'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice, j'ai beaucoup aimé l'ambiance du livre en général, le cinéma, les coulisses du cinéma, les studios de cinéma, les acteurs, tout ce monde-là entre amour et scandale. C'était vraiment excellent à découvrir. Les personnages, j'ai adoré. C'est pas pour moi un 5 étoiles parce qu'il y avait 2-3 éléments où j'ai eu du mal à être transportée, mais pour autant une excellente lecture qui a sa place dans ce top 10. La 9e maison de Leigh Bardugo, et je vais même vous parler aussi de Hellbent parce que j'ai aussi adoré la suite, donc la duologie. Normalement ça va être une trilogie, mais on attend toujours le dernier roman et vraiment j'ai hâte que Leigh Bardugo l'écrive et nous le sorte parce que on peut pas me laisser comme ça en fait, c'est pas possible. Ici on est sur un roman de fantasy Dark Academia, on va se retrouver à Yale, dans les sociétés secrètes de Yale. On va suivre une héroïne qui s'appelle Alex, Alex qui a un passé très très sombre et trouble et qui va se voir donner une seconde chance pour intégrer cette fameuse 9e maison. C'est une société secrète qui va en fait contrôler les autres sociétés secrètes de Yale, à voir si ils utilisent correctement leur magie, s'il n'y a pas de débordement. On va suivre tout son parcours, on va apprendre aussi quel est son passé au fur et à mesure du roman, et vraiment j'ai trouvé que c'était excellent. Le récit est construit de façon assez originale et j'ai eu d'ailleurs du mal au début à bien comprendre comment ça fonctionnait. Une fois qu'on comprend comment fonctionne le récit et qu'on est patient, surtout c'est un livre qui demande un petit peu de patience et de concentration, et bien vraiment l'histoire déroule et moi j'ai été envoûtée quoi. J'ai adoré cette histoire et j'ai adoré aussi la suite
donc qui s'appelle Jusqu'en enfer. Donc voilà, on va dire que c'est un petit top 11 parce que j'inclus quand même le deuxième roman à ce top 10. J'ai adoré également vraiment l'ambiance, l'atmosphère, la construction de l'histoire, du récit, de l'intrigue, les personnages. C'était vraiment génial, original. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Je vais ensuite vous parler de Nettle and Bone de T. Kingfisher. On se retrouve ici dans un conte très sombre, mais on retrouve totalement les codes des contes en fait. Et ce qui est vraiment très original là-dedans, c'est déjà la plume de l'autrice. Elle a un humour noir qui est vraiment excellent. On va suivre une jeune femme qui s'appelle Mara et elle, son but, sa quête, ça va être de tuer le prince qui est l'époux de sa sœur parce qu'elle s'est rendue compte que eh bien, le prince maltraite sa sœur. C'est vraiment une manière de parler des violences conjugales et du rôle de la femme aussi à travers un conte hyper original, de fantaisie, assez sombre, en même temps qui a beaucoup d'humour, qui est loufoque, avec des personnages hyper attachants, attendrissants. Il y a des animaux absolument drôles. Alors tout le monde parle de la poule maléfique. Moi j'ai préféré le chien d'os, donc littéralement un chien fait d'os. Et ouais, tous les personnages sont excellents, attachants, drôles. Et Mara, je l'ai adoré aussi. Donc un 5 étoiles pour ce roman. Et il a bien sa place ici, dans mon top 10. Ensuite, ce n'est pas un 5 étoiles, mais c'est quand même un coup de cœur. Oups, c'est Porcelaine sous les ruines d'Ada Vivalda. Parce que, eh bien, ce roman est excellent. Ce roman est excellent. Et ce que j'ai adoré particulièrement dans ce roman, je pense que c'est la plume de l'autrice. L'ambiance de cet archipel d'Hibernia, imaginez l'Irlande en hiver, avec la mer qui est tumultueuse, le froid qui nous saisit. C'est un récit super poétique, poignant, qui parle aussi de nature, de respect de la nature. On va suivre ici Alba. Alba, elle est immortelle et en fait, elle a été bannie des génies parce qu'elle a accordé trop de vœux aux humains. Et elle se retrouve sur cet archipel d'Hibernia après des siècles d'errance en fait, et elle va reconstruire quelque chose sur cet archipel d'Hibernia, mais elle se retrouve sur une planète, une Terre, qui a été fuie par la plupart des humains pour aller sur d'autres planètes parce que eh bien, la montée des eaux fait que il est très difficile de vivre, de survivre sur cette planète, il y a très très peu de ressources. Et elle, en fait, elle a un secret. Elle va, sur cet archipel d'Hibernia, réussir à avoir une abondance de ressources qui permet malgré tout, survivre, malgré les conditions extrêmement difficiles de vie. Et ça, forcément, eh ben, ça va attirer l'attention de l'archipel voisin. On va envoyer un émissaire qui va essayer d'espionner, qui va essayer de comprendre pourquoi cet archipel-là a plus de ressources que les autres. Voilà pour le synopsis, mais ça nous parle de plein d'autres choses, bien entendu, et j'ai absolument adoré et je ne peux que le conseiller. Un très récent 5 étoiles, j'ai envie de vous parler d'Une fenêtre sur les ténèbres de Rachel Gillig. En fait, dans ce monde, il y a une brume très épaisse qui va vous rendre malade et vous donner une fièvre. Soit vous mourrez à cause de cette fièvre, soit vous survivez, mais après avoir eu cette fièvre, vous développez une sorte de pouvoir, presque comme une malédiction finalement, parce que la magie a un prix dans ce monde et elle a un prix très élevé. Elspeth, elle a eu la fièvre, elle a survécu et maintenant elle vit avec un monstre dans sa tête qui prend aussi beaucoup de place dans sa personnalité, mais personne ne le sait. Elle arrive à cacher ce pouvoir, c'est pour ça qu'elle arrive à survivre dans ce monde sans se faire tuer par le royaume qui lui veut absolument tuer tous les gens qui ont eu la fièvre parce que cette magie-là, elle est interdite. La seule magie qui est autorisée dans ce royaume, c'est l'utilisation des cartes de la Providence qui donnent chacune un pouvoir. Mais, comme je vous l'ai dit, la magie a un prix. Donc, si vous utilisez trop le pouvoir d'une carte, eh bien, il y a des conséquences très graves aussi. Moi, j'ai adoré ce livre parce que je trouve que le système de magie est excellent, unique. L'ambiance avec cette brume épaisse est géniale, tout le royaume également. Il y a une légende autour du royaume que l'on apprend au fur et à mesure du roman qui est à mon sens passionnant et pour moi c'est un 5 étoiles, j'ai vraiment adoré cette lecture. Évidemment je ne peux pas faire un top 10 sans vous parler du serpent et du descendant de la nuit de Carissa Broadbent. C'est le roman qui m'a fait aimer la romantaisie. Donc quand même, dans mon vlog, je lis des romances. J'avais décidé de lire différents genres de romances et c'est ce roman qui m'a fait totalement accrocher
à ce genre que je ne pensais même pas aimer au final. Et voilà, j'ai trouvé que ce roman était excellent. On va suivre une humaine qui s'appelle Oraya, qui est récupérée très très jeune par le roi des vampires. Et lui, en fait, pour une raison ou une autre, il va être attendri par cette jeune humaine, alors que normalement c'est plutôt des proies, hein, les humains, et il va vraiment l'éduquer dans le royaume des vampires pour, malgré le fait qu'elle n'ait pas de pouvoir, survivre. Voilà, donc il va lui donner comme ça les clés pour survivre. Et dans ce monde-là, il va y avoir un tournoi très important et aussi extrêmement dangereux. Oraya, elle veut absolument participer à ce tournoi, puisqu'à la fin du tournoi, si vous survivez, et encore faut-il survivre, vous avez le droit à un vœu. Elle va devoir faire une alliance avec Rain, un vampire extrêmement dangereux. Et voilà, va s'en suivre plein de choses. C'est pas seulement l'histoire du tournoi en fait. C'est pour ça que j'ai adoré aussi ce livre. C'est parce que c'est beaucoup plus riche que ça. Il y a vraiment une histoire aussi politique avec les différents royaumes de vampires. C'est hyper riche, c'est hyper bien fait, c'est hyper bien écrit aussi. J'ai adoré. J'ai adoré cette histoire de Oraya, cette humaine qui n'a pas de pouvoir et qui va avec la force de son courage malgré tout se battre. Et mention spéciale pour Rain qui est devenu mon book boyfriend. J'ai adoré ce personnage, vraiment excellent. Et je vais continuer la série bien entendu. J'ai déjà lu le 2e tome, j'ai lu la nouvelle et je vais continuer la série en 2025. Alors dans un genre complètement différent maintenant, je vais vous parler de Verity de Colleen Hoover parce que ce roman est complètement dingue. Je sais que Colleen Hoover actuellement, les gens aiment bien la détester. Je m'en fiche, moi j'ai adoré ce roman. Franchement, c'était excellent. De la première page à la dernière, j'ai été époustouflée. Donc, franchement, ça mérite un 5 étoiles. Je trouve que c'est tellement original comme truc. J'ai eu même beaucoup d'émotions à la lecture de ce livre parce que j'ai eu parfois peur. Je me suis vraiment pas sentie à l'aise à des moments. Mon cerveau réfléchissait dans tous les sens pour comprendre ce qui s'y passait. Je ne comprenais rien. Et que dire de la fin? Vraiment brillant, brillantissime. J'ai adoré. Vraiment, j'ai tout adoré dans ce livre. On adore détester ces personnages aussi. C'est vraiment des personnages détestables. Il se passe des choses très très dures, c'est très cru, c'est très violent. Ça va pas plaire à tout le monde parce que c'est extrêmement violent. Il y a beaucoup de trigger warning aussi dans ce livre, hein. Il faut être très 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 clair là-dessus. Ça va à la limite des choses et moi c'est ça que j'ai adoré. Ils vont faire une adaptation, je me demande ce qu'ils vont faire comme adaptation parce que la moitié des choses qu'il y a là-dedans, tu peux pas les mettre dans un film grand public, donc je me demande ce que va être l'adaptation. Donc c'est quoi l'histoire? On va suivre l'histoire d'une femme qui s'appelle Lowen qui est une écrivaine mais qui n'a pas vraiment de succès. Et puis un jour comme ça, incroyable pour elle, on va lui proposer d'être la plume secrète de Verity, qui est une écrivaine à très très grand succès. Elle est en train d'écrire une série, seulement elle a eu un accident très grave, elle n'est pas en mesure actuellement de continuer de poursuivre l'écriture de sa série, et donc on va demander à Lowen de poursuivre en plume secrète l'écriture de cette série. Lowen va passer seulement quelques jours chez Verity pour chercher dans ses écrits, dans ses brouillons, ce qu'elle avait prévu pour continuer son histoire et essayer d'écrire comme elle en fait. Elle va faire des recherches, etc. Et au cours de ses recherches chez Verity, eh bien, elle va tomber sur un manuscrit, et pas du tout le manuscrit de la série, une autobiographie terrible avec des révélations vraiment très très graves, et elle va être choquée. Et au lieu de partir de la maison et d'oublier tout ça et d'écrire son roman, elle va continuer à lire l'autobiographie. Donc on va avoir une partie où on découvre l'autobiographie en même temps que Lowen, et en même temps on va suivre la vie de Lowen dans cette famille, donc avec le mari de Verity, avec Verity qui est à l'étage dans son lit d'hôpital, qui n'est pas du tout consciente, et on va découvrir des choses vraiment très étranges. Excellent thriller. Pas pour tout le monde, mais moi j'ai adoré et ouais, franchement, ça m'a retourné le cerveau. Donc il est dans ce top 10 à une très très bonne place. Et maintenant on rentre dans le top 3. Là, c'est des livres qui m'ont fait pleurer, disons-le clairement. C'est des livres qui vont rester gravés dans mon esprit, c'est des livres qui m'ont fait pleurer, qui m'ont donné beaucoup beaucoup d'émotions. Alors je vais commencer avec un livre que je viens de terminer il y a à peine 15 jours et c'est un livre de Claire Keegan qui est tout petit, c'est une nouvelle qui s'appelle Ce genre de petites choses. Cette nouvelle-là, elle est très très courte et elle est très puissante. Franchement, je me suis pris une claque. Donc voilà, 116 pages, en plus c'est écrit vraiment
très très gros, hein, c'est pas... voilà, il y a des grandes marches, c'est écrit très très gros, c'est une très très courte nouvelle, mais hyper puissante, voilà, c'est ça. Ça m'a transportée, je trouvais ça hyper intelligent. Et surtout, ce qui est assez incroyable avec Claire Keegan, c'est que elle écrit de façon très simple. On va suivre ici le quotidien d'un homme qui s'appelle Bill Furlong. Ça se passe en 1985 en Irlande pendant l'hiver, donc il fait très froid. On ressent vraiment les difficultés de ce petit village d'Irlande, les gens qui ont très peu, qui travaillent beaucoup. C'est fou parce que 1985, mais moi quand elle décrit ça, j'ai l'impression qu'on est au 19e siècle, hein. C'est complètement dingue. On n'imagine pas que c'était comme ça en 1985. Je crois qu'il est marchand de charbon. Donc il va faire le tour des maisons pour leur donner le charbon, parce que là tout le monde a besoin de charbon absolument à cette époque de l'année où il fait extrêmement froid, la vie est très très rude. Un jour il fait sa tournée, il arrive au couvent et il va découvrir quelque chose qui va le marquer en fait. Bill il va être confronté à un dilemme moral. Et c'est ça qu'on va suivre en fait. Alors moi ce qui m'a fait vraiment, je pense, avoir une claque, c'est à la fin les notes de l'autrice. On comprend que ça parle des blanchisseries Magdalene d'Irlande, mais on n'a pas... C'est vraiment très subtil en fait. Il faut vraiment lire le livre et ensuite lire les notes de l'autrice pour comprendre le pouvoir émotionnel de ce livre et pour comprendre à quel point ce personnage de Bill Furlong et de ce genre de petites choses peuvent changer la vie des gens. Et voilà. Et c'est le parcours d'une vie, le parcours moral d'une personne. C'est la question de la société, comment on agit en tant que société. C'est plein de trucs en fait, mais de façon très très simple à travers le quotidien d'une personne. Et c'est ça, je trouve vraiment ça magique, merveilleux, hyper intelligent, hyper bien fait. Voilà, il n'y a pas de pathos, il n'y a pas de tout ça, c'est juste simple. Et pourtant, moi, ça m'a fait vraiment verser des larmes, ça m'a bouleversée. J'ai été bouleversée pendant vraiment plusieurs heures. Je me souviens, mon mari est rentré, j'étais encore en train de pleurer. Je venais de finir le livre, j'étais en train de pleurer. Parce que c'est beau en même temps que c'est dur. Voilà, et c'est révoltant et je vous conseille vraiment ce livre parce que moi j'ai pris une claque, vraiment. Et d'ailleurs, il va y avoir une adaptation. Non, il y a eu une adaptation et on va le voir, on va le regarder, mais j'ai très peur parce que ça va être triste. Claire Keegan, ce genre de petites choses, j'ai adoré. Merci Claire Keegan parce que elle m'a bouleversée. Ensuite, j'ai envie de vous parler d'un livre dont je ne vous ai pas encore parlé et pour cause, je l'ai lu bien avant de commencer ma chaîne. Il s'agit de La Tresse de Laetitia Colombani. Encore une fois, un roman qui m'a complètement bouleversée, qui m'a vraiment émue, qui m'a fait me révolter aussi. On va suivre le quotidien de trois femmes, mais de trois femmes complètement différentes sur trois continents différents, avec chacune des problématiques extrêmement différentes. Elles n'ont pas du tout les mêmes niveaux de problèmes, etc. Mais pour autant, eh bien, la tresse, c'est parce qu'on va rejoindre ces trois destins, ces trois femmes qui vont chacune lutter pour affirmer leur indépendance. Et ce roman est une pépite. J'ai été particulièrement bouleversée par le quotidien de Smita. Smita qui est en Inde, vraiment ça je connaissais pas du tout et j'étais horrifiée des conditions de sa vie, de sa caste. Waouh, c'était franchement extrêmement dur à lire, extrêmement fort. Et on va suivre voilà, ces trois femmes qui vont faire face à des défis terribles pour chacune d'entre elles. D'ailleurs, je sais qu'il y a eu une adaptation en film que je n'ai pas encore vue, mais que j'ai vraiment très envie de voir. Mais Laetitia Colombani a écrit un texte extrêmement puissant, très bien entremêlé, justement, très bien construit. Et je m'en rappelle encore aujourd'hui. Et ça me fait encore des frissons aujourd'hui. Et on est un an plus tard. Donc vraiment excellente, excellente lecture. Et enfin, pas de surprise si vous suivez ma chaîne, mais Betty, parce que Betty, à chaque fois que je parle de Betty, j'ai les larmes aux yeux. Donc on va essayer de pas repartir dans l'émotion maintenant, c'est pas le but, mais Betty, ça a été un roman vraiment qui m'a bouleversée, mais dans tous les sens du terme, qui m'a vraiment fait enrager. C'est une lecture très très dure. D'ailleurs, j'ai fait un vlog sur cette lecture où même à un moment j'ai dû arrêter parce que j'en pouvais plus quoi. Mais en même temps, il y a une lumière dans ce livre qui est absolument dingue, que j'ai pas lu dans d'autres livres, à ce point en fait. C'est aussi sombre que c'est lumineux ce livre.
Et c'est ça qui est complètement dingue. Déjà, la plume de l'autrice est magnifique. Elle écrit des choses qui sont complètement... vous êtes soufflé en 4 phrases. Je trouvais que c'était hyper percutant, hyper poétique, hyper beau, hyper dur. En même temps, il y a un moment donné, je me suis dit dans le livre, c'est trop violent. Et après, je me suis dit, tu sais quoi, Olivia? C'est pas violent en fait, parce que ce qu'on raconte là, ce que ces femmes-là ont subi, pourquoi est-ce qu'on va aller arrondir les angles? Non, on va pas arrondir les angles. Et je trouve que Tiffany McDaniel a totalement raison d'écrire ça de façon très crue, parce que ces femmes-là, elles l'ont vécu comme ça. Ces femmes-là, les violences qu'elles ont vécues, je vois pas pourquoi on arrondirait les angles, pour que ce soit plus facile pour nous lecteurs. Non, c'est dur, et ben oui, c'est dur à aussi lire. Et donc pour moi, ce roman-là, c'est vraiment le meilleur roman que j'ai lu cette année, parce que tout est excellent dans ce livre, que ce soit l'écriture, que ce soit le message, que ce soit la lumière qui ressort de ce livre, les personnages, oh mon dieu, les personnages, Betty, mais surtout son père, voilà, moi, il m'a bouleversée, vraiment m'a bouleversée. J'ai appris plein de choses aussi. La culture Cherokee est tellement bien représentée, c'est un témoignage de la vérité, de l'histoire crue de ces personnages qui sont pas seulement des personnages, et c'est pour ça aussi que je pense que ça résonne en moi, c'est que Betty, c'est la mère de Tiffany McDaniel et qu'elle va parler de ses oncles, ses tantes, ses grands-parents. Donc forcément c'est romancé. À quel point c'est romancé, je ne le sais pas, mais franchement, ce livre est incroyable, ce livre est un voyage dur, hein, très très dur. Mais ce que Tiffany McDaniel nous donne est tellement beau. À mon sens, ce livre-là, c'est un chef-d'œuvre et je pense vraiment pas, et je pense que ça va être vraiment très difficile de retrouver un livre qui me donne autant d'émotions, qui soit aussi bien écrit, qui ait autant de qualité que ce livre-là. Ce livre, c'est le premier roman écrit par l'autrice, sauf que les éditeurs ne voulaient pas le publier. Son premier roman publié officiellement, c'est L'été où tout a fondu, mais en fait, elle avait écrit ce livre-là très jeune, je crois même à 18-19 ans, quelque chose comme ça, même peut-être avant. Et personne ne voulait publier son livre parce qu'il disait que c'était trop dur, que déjà le personnage féminin, il fallait mettre plutôt un homme, enfin des trucs hallucinants quoi. Et en fait, elle a réussi finalement à le publier, heureusement, parce qu'on a un chef-d'œuvre. Donc écoutez, je vous laisse sur cette merveilleuse lecture, et difficile aussi, qui était Betty. J'espère que ce top 10 voire 14 du coup vous a plu. Dites-moi dans les commentaires quelles ont été vos plus belles lectures ou peut-être vos lectures les plus marquantes de 2024. En tout cas moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao.